Alors voilà, j'ai choisi de vous parler à l'approche de Kippour, de vous parler du Kral. Alors le Kral en araméen, ça veut dire les pieds de la vache. Alors je sais que c'est un sujet qui vous passionne, les pieds de la vache, et que certainement vous êtes tous en train de vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe avec les pieds de vache? Est-ce qu'on a le droit de les consommer? Est-ce qu'ils sont cachers ou est-ce qu'ils ne sont pas cachers? Avouez que c'est bien ça qui vous tracasse aujourd'hui et qu'il n'y a pas de problème plus urgent que ce problème-là. Eh bien, sachez que ce problème a été traité dans le Talmud, dans la Masechet, dans le traité qui parle des problèmes de cacherout. Le traité qui parle des problèmes de cacherout s'appelle Choulin. Et c'est en effet dans Choulin, donc, qu'on parle des pieds de la vache, si c'est caché ou pas. Bon, à votre avis, pourquoi ça ne serait pas caché les pieds de la vache? Je vous pose la question parce que pour voir si ça marche les réponses. Il y a quelqu'un qui a une idée pourquoi est-ce que les pieds de la vache ne seraient pas cachers? Non, personne? Mais parce que les pieds de la vache, ça contient du lait et que le pied de la vache, c'est de la viande. Donc, ça... Il parle, Rav. Il essaye de répondre. Laissez du temps. Ils ont quelqu'un qui essaie de répondre. Ah bon, j'ai pas saisi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait des choses intéressantes? Sûrement. Sûrement. Bon, enfin bref, en tout cas, le pied de la vache, ça pose certaines problématiques. Bon, vous comprenez bien qu'on va pas passer la soirée à parler des pieds de vache, mais c'est juste pour introduire donc la page talmudique qui concerne Kippour en fait. Alors, pour comprendre le petit passage talmudique qu'on va lire ensemble, il faut que je vous dise que le problème donc de la cacheroute des pieds de vache était disputé entre deux grandes écoles, entre deux grandes académies talmudiques de Babel. Il y avait la grande école, la grande yeshiva de Pumbedita et la grande yeshiva de Soura. Soura et Pumbedita, c'est deux grands centres juifs de l'époque. Les deux étaient situés en Babylonie, mais évidemment, ils avaient comme chaque fois qu'il y a deux centres juifs, ils n'étaient pas d'accord sur un certain nombre de choses, et notamment sur ce problème crucial donc des pieds de vache. Est-ce qu'on en mange, est-ce qu'on n'en mange pas? Alors, figurez-vous qu'à Soura, on n'en mangeait pas. À Soura, on n'en mangeait pas, on pensait que c'était la viande et du lait en même temps et que ça ne se faisait pas, on n'en mangeait pas. À Pumbedita, par contre, on en mangeait. Alors pour ceux qui sont un petit peu hébraïsants, c'est ce que vous avez noté sur votre feuille de Mekorot, sur vos sources. Je vais essayer de vous le souligner si j'y arrive. Est-ce que j'y arrive peut-être? Ouais, je ne sais pas, on va voir. Alors, non, j'arrive pas beaucoup, mais c'est pas grave. Enfin, en tout cas, c'est la première ligne. Ah, peut-être que j'y arrive quand même, attendez. Non, j'arrive pas, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est sur la première ligne. La première ligne, le quatrième mot, Bessoura, lo achle krale. C'est-à-dire à Soura, on ne mangeait pas de kral. Tandis que, ah ben voilà, ça s'est souligné. Tandis qu'à Pumbedita, achle krale, à Pumbedita, on en mangeait. Voilà. Donc à Pumbedita, on en mangeait. Mais il faut savoir qu'à Pumbedita, si on mangeait du kral, si on mangeait donc des pieds de vache, on ne le prenait pas n'importe comment, on le grillait. On n'avait pas le droit de le manger quand on mange de la viande, en faisant cuire, etc. Non, il fallait le griller, vous savez, à la hèche, un petit peu comme on fait avec le problème du foie, qui est un problème un peu équivalent, parce que le foie aussi, il y a le problème avec le foie, c'est que c'est du sang finalement, et le sang c'est interdit à la consommation. Alors quand on permet de consommer le foie, c'est seulement en le grillant et non pas en cuisson. La même chose donc à Pumbedita, on s'autorisait à manger des pieds de vache, du kral, à condition que ça soit grillé. Bon, ceci étant posé, voici l'histoire que le Talmud nous raconte concernant cette affaire de pieds de vache. Un bonhomme qui s'appelait Rami Bar Tamari. Rami Bar Tamari, ça veut dire Rami c'est son prénom, Tamari c'est le nom de son père, Tamari ça vient du mot Tamar qui veut dire la date, donc il s'appelait Rami le fils de la date, quoi. Et certains d'ailleurs n'étaient pas sûrs que son père s'appelait Dattier. Il y en a qui pensent que son père s'appelait Dikoulé. Dikoulé, c'est quoi la différence entre Dekel et Tamar? Vous comprenez pourquoi il y avait une confusion. Tamar, ça veut dire la date, et Dekel, c'est le palmier, justement. Alors, on ne savait plus très bien, bon, c'est une histoire qui s'est passée un petit peu avant, donc on ne savait plus très bien si le père de Rami, il s'appelait Tamari ou Dikoulé, c'est-à-dire le datier ou la date. Enfin, entre nous, franchement, c'est pas fondamentalement important. En tout cas, sur Rami, puisque c'est son prénom, eh bien, c'était un Pumbeditaïen, figurez-vous. C'est-à-dire, il habitait à Pumbedita. Et puis un jour, il s'est promené, il est arrivé, donc il a voyagé, les Soura, et il est arrivé à Soura.
Et donc, imaginez la scène, le type vient de Pompédita, là on a le droit de manger du crâne, et puis il arrive à Soura, là on n'a pas le droit d'en manger. Or, cette affaire se passe Bema'ale Yoma de Kippouré. J'espère que vous arrivez à suivre avec moi sur le texte. Bema'ale Yoma de Kippouré, c'est-à-dire la veille de Kippour. Donc le bonhomme a voyagé. Bon, à l'époque, quand on voyageait, c'est pas comme aujourd'hui, en 2 heures vous arrivez. Je suppose que ça lui a pris quelques jours de voyage, mais il est arrivé juste la veille de Kippour à Soura. Or, il s'est aperçu, ce brave Rami, fils de Datier ou fils de Dak, en tout cas, il s'est aperçu que Askinhu Kule Alma le Kralinhu, que les gens sortaient leur krâle de la maison. Askinhu Kule Alma, tout le monde sortait le krâle. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur krâle? Eh bien, figurez-vous qu'ils le jetaient. C'est-à-dire qu'ils avaient un minag, ils avaient une habitude à Soura, comme on n'avait pas le droit de consommer du krâle, alors ils prenaient des pieds de vache qu'ils avaient à la maison. Vous savez, à l'époque, on faisait, il n'y avait pas de frigo, donc les gens, on amenait la viande sur la place publique, chacun y prenait les morceaux qu'il devait prendre, et puis les morceaux qu'on ne devait pas manger, on les gardait le temps qu'on les garde avant de les jeter. Eh bien, ils avaient un minag, donc la veille de Kippour, de prendre tous ces kralim, c'est-à-dire tous ces pieds de vache, et de les jeter. Alors où est-ce qu'on les jetait à l'époque? À l'époque, il n'y avait pas de poubelle à côté de la maison, on devait sortir de la ville et aller à la décharge municipale, et c'est là-bas qu'on jetait toutes les ordures ménagères. Alors le monsieur Rami, qui se trouvait sur la grande place centrale de Soura, il voit que les gens sortent avec des charrettes, quoi, et puis dans les charrettes, dans les brouettes, il y a des pieds de vache qui ont l'air très appétissants, et il les suit parce qu'il dit, voilà, la veille de Kippour, c'est une bonne occasion de se faire un petit repas juste avant de commencer le jeûne. Ce qu'on appelle chez nous la Souda, ma seket, la Souda juste avant le jeûne. Il dit, ben, ça tombe bien, j'ai pas mangé grand-chose, et on va aller manger. Bien, alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'en va, il les suit, et puis il arrive, Azal Ihu, Naktinhu, il en prend de ce crâne, Achlinhu, et il en mange. Donc il se trouve donc dans la décharge, la chaîne, et puis il se fait un petit alèche, il se fait évidemment en le grillant, puisque on a le droit de le consommer à Pompédita, d'accord, mais seulement donc en le grillant. Et là, figurez-vous, et là peut-être que je dois vous expliquer un truc, à Soura, qui était une ville importante, avec un Rosh Yeshiva, avec un Beddin, un tribunal rabbinique, etc., et bon, c'est une communauté à majorité non juive, bien sûr, mais enfin, les juifs étaient importants là-bas, ils avaient une autonomie, et voilà qu'ils avaient également une patrouille, figurez-vous. Alors c'est une patrouille, ça existe encore dans certains quartiers en Israël, à Bnei-Brak ou à Mea-Shearim. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Mishmeret Hatzniut, ça vous dit quelque chose? Mishmeret Hatzniut, c'est des gens qui se baladent dans les quartiers religieux, dans certains quartiers religieux, pour vérifier si tout le monde est habillé correctement. Et quand ils ne sont pas habillés correctement, ben, ils leur font une petite remarque gentiment en disant, écoutez, chez nous, on ne se prend pas comme ça. Bon, alors à l'époque, ici à Soura, c'était pas exactement la même chose, mais enfin, ils se baladaient quand même pour voir si les gens respectaient la Torah comme il fallait, respectaient l'ordre public, et quand il y avait un type qui ne faisait pas ce qu'il devait faire, on l'amenait comparaître devant le tribunal rabbinique de la ville. Et ouais, c'était pas très sympathique comme ambiance, mais c'était comme ça. Et donc, figurez-vous que les gens, donc, ces fonctionnaires de cette Mishmeret Hatzniut, de ceux qui donc contrôlaient ce qui se passe dans la ville, trouvent ce monsieur Rami en train de consommer la veille de Kippour du krâl. Et je vous rappelle donc que pour eux, c'est un scandale puisque le krâl est interdit. Alors ni une ni deux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le bonhomme et ils l'amènent comparaître devant le tribunal rabbinique. Il se trouve que le tribunal rabbinique, il était tenu par un certain Rav Rizda. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués des textes talmudiques, sachez que Rav Rizda, c'est un des plus grands Amoraïm, un des plus grands maîtres et décisionnaires de l'époque de la Gemara, de l'époque du Talmud. Rav Rizda, c'était le chef de la communauté de Soura. Et on amène donc monsieur Rami devant Rav Rizda. Et il doit répondre de son acte. Et en effet, l'interrogatoire commence tout de suite. Amarle, ça veut dire, il lui a dit, Amai ta'avid achi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et on somme Rami d'expliquer pourquoi est-ce qu'il consomme du krâl, alors que normalement, il sait très bien que c'est interdit. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il répond notre Rami? Ben, il répond ce que vous auriez répondu à sa place. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, moi j'ai le droit. Il dit, moi j'ai le droit. Amarle, mi atra de Rav Yehuda Anna, moi je viens de l'endroit de Rav Yehuda.
C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, vous avez compris, c'est le chef de l'autre communauté, le chef de la communauté de Pumbedita. Et le bonhomme dit, eh ben, écoutez, je comprends pas pourquoi vous m'avez convoqué. De toute façon, moi, je suis pas du coin. Moi, je viens d'un endroit où on a le droit de consommer des pizzas. C'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, si vos hommes n'avaient pas été si expéditifs, ben, je leur aurais expliqué. Mais enfin, apparemment, ils m'ont pas laissé le temps d'expliquer. Ils m'ont amené directement devant le tribunal rabbinique. Alors maintenant que tu me poses la question, Rafrizda, ben voilà la réponse. La réponse, c'est que je suis pas de Soura, je suis de Pumbedita. Et là-bas, on a le droit de manger du crâne. Et Rabbi Yehuda lui-même, des achil, il en mange. Rabbi Yehuda en mange. Un marlé, et à ce moment-là, Rafrizda lui pose la question suivante. Un marlé. Velet lach notnim alav chumre hamakom sheyatsa misham, ve chumre hamakom shehalach lesham. Il lui demande enfin, dans ta yeshiva, là-bas à Pumbedita, est-ce que tu n'aurais pas appris cette halakha que tout le monde connaît? Lorsqu'un bonhomme voyage d'un endroit à un autre, eh bien sachez que c'est pas parce qu'il voyage qu'il doit laisser tomber les habitudes de sa ville, mais il doit prendre avec lui les chumrot. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les chumrot. Les chumrot, ce sont les décisions les plus rigoureuses. C'est pas parce que tu voyages que tu peux te permettre de faire moins que ce que tu faisais quand tu étais chez toi. Alors au contraire, quand tu voyages, tu prends avec toi les chumrot, c'est-à-dire les habitudes les plus rigoureuses de l'endroit duquel tu viens, et lorsque tu arrives à un autre endroit, eh bien tu dois rajouter les chumrot de l'endroit dans lequel tu te trouves. Vous voyez, c'est pas très sympathique finalement de voyager. Quand tu voyages, tu es obligé de prendre sur toi les chumrot et de l'endroit duquel tu viens et de l'endroit dans lequel tu te trouves maintenant. Et parce que, bon alors, l'endroit dans lequel tu viens, c'est parce que, justement, pour t'habituer à ne pas considérer comme le voyage comme une possibilité de changer tes habitudes, mais les chumrot, les lois rigoureuses de l'endroit dans lequel tu arrives, tu dois les prendre sur toi également, tout simplement pour pas provoquer, pour pas choquer. On a l'habitude de faire ce que, en général, les gens font dans l'endroit où on est. À Rome, conduis-toi comme un Romain, disaient déjà nos amis romains et chrétiens. Eh bien, c'est la même chose. Donc, Rafrizda, très étonné, lui dit, bon, d'accord, chez toi, peut-être qu'on a le droit de manger du crâne, mais chez nous, à Soura, tu sais bien qu'on n'en mange pas. Comment se fait-il que tu te sois permis de manger publiquement du crâne? Amarlé, et il lui répond, Chutz litrum achaltiu. Il dit, j'étais pas chez toi quand j'en ai mangé. J'étais pas chez toi. Moi, j'ai suivi les brouettes, et les brouettes qui sont sorties de la zone de la municipalité de Soura, j'ai vu, il y avait un grand panneau, il y avait écrit Soura, c'était barré avec un trait rouge. Donc, évidemment, comprenez bien que la décharge municipale se trouve à l'extérieur de la ville. Et donc, j'ai suivi les charrettes, j'ai suivi les brouettes, et quand ils ont déchargé à l'extérieur de la ville, c'est là et seulement là que je me suis permis de faire mon petit barbecue, et c'est là que j'ai mangé mon petit kral à moi. Mais évidemment, je ne me serais pas permis de le faire à l'intérieur de la municipalité de Soura. Bon, la vérité, j'espère que vous avez compris que ici, sa réponse, c'est un petit peu une manière de se détourner de ses responsabilités. Parce que la vérité entre nous, quelle est la raison pour laquelle, quand tu es dans un endroit différent, tu es obligé de prendre sur toi les lois, les coutumes de l'endroit dans lequel tu te trouves maintenant? La vraie raison, c'est que tu n'as pas le droit de provoquer. Alors, quand est-ce que tu provoques? Quand est-ce que tu provoques? C'est quand les gens ils te voient faire un truc qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Alors, c'est vrai que légalement, si vous voulez, formellement, il avait le droit, puisqu'il n'était plus réellement dans le terrain qui appartient à la municipalité de Soura. Donc, évidemment, le tribunal rabbinique de Rafrizda n'a pas officiellement de prise sur lui, mais enfin, il pouvait quand même se mettre un petit peu plus loin. Apparemment, il ne s'est pas beaucoup caché, quoi. Sinon, la patrouille ne l'aurait pas remarqué. Donc, il était sûrement à la frontière. Il était là-bas en train de se faire son pied à la hache. Et puis, c'est la veille de Kippour. Et puis, les autres font très attention à jeter tout ça. Évidemment, ça apparaissait comme une provocation. Alors, même si formellement, il avait le droit, dans l'idée, il aurait dû s'abstenir, ou en tout cas, aller beaucoup plus loin. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de ce moment-là, il y a un tournant dans l'histoire. Et Rafrizda n'aime pas, n'apprécie pas cette réponse. Il pense que la réponse a été une sorte de volonté de se disculper un petit peu, de fuir ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle il continue l'interrogatoire. Il aurait pu lui dire, ok, très bien, tu étais à l'extérieur, tu fais comme tu veux. Non, il continue l'interrogatoire et il lui pose la question suivante. Uvame titinhu. Et comment l'as-tu grillé? Il est clair pour Rafrizda que si tu as mangé du kral,
même si tu es de Pumpedita, tu as fait attention de le manger d'après les normes, donc sûrement tu l'as grillé. Et comme vous le savez, surtout les Israéliens parmi vous, je ne sais pas combien d'Israéliens, combien de gens qui habitent à l'extérieur, enfin vous savez qu'en Israël c'est un sport national de manger faire un barbecue, à chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente, on le fait. Et tout le monde sait très bien que quand on se fait à la hache, quand on fait un barbecue, eh bien, à part la viande, il faut bien sûr quelque chose de combustible pour pouvoir allumer le feu et le garder et qu'il brûle tout le temps. Et pour ça, donc, on a besoin de choses qui brûlent. Et donc, il pose la question, Rafriza Arami, ok, d'accord, tu as mangé du kral, très bien, mais Bamé Twintiou, avec quoi tu l'as grillé? Avec quoi, qu'est-ce que tu as utilisé comme possibilité là-bas, sur place, pour pouvoir allumer ton feu et le maintenir? Amarlé, et alors, il lui a répondu, Bepurtsene. Alors, Purtsene, qu'est-ce que c'est Purtsene? Purtsene, c'est des déchets de raisin. On ne sait pas très bien si c'est les grains du raisin, si les branches qui tiennent la grappe, ou bien si c'est peut-être la pelure du raisin qu'on ne mangeait pas, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des déchets qui proviennent de raisin. Et donc, évidemment, dans une décharge municipale, vous n'avez pas seulement du kral dont les gens ne veulent plus se servir, mais vous avez également toutes sortes de choses que les gens se sont débarrassés, notamment des déchets, des résidus de raisin. Et donc, évidemment, vous imaginez que c'est du bois finalement, c'est sec, au bout d'un certain temps. Et donc, certainement que c'est un très bon combustible. Donc, qu'est-ce que fait Rabbi? Il dit, je me suis servi de ce que j'ai trouvé là-bas, des pourcénés, de ce qui reste des raisins, et c'est comme ça que ça a brûlé. Là-dessus, j'imagine que Rafriza fait à ce moment-là un grand sourire, parce qu'apparemment, il a réussi à le coincer. C'est sans doute la réponse qu'il attendait. Bon, le grand sourire, il n'est pas écrit dans le texte, c'est moi qui l'ajoute, mais enfin, je l'imagine. La suite. Vedilma, il lui dit, Rafriza, et peut-être, Miyain Neser Chavei. Et peut-être que tes raisins, ou ce qui restait des raisins, ça provenait du Yain Neser. Alors, petite explication sur le concept ilchatique de Yain Neser. À l'époque, les idolâtres, bon, à l'époque, tout ce qui n'était pas juif, c'était idolâtre. Il n'y avait pas encore ni christianisme, ni islam, ni d'autres religions monothéistes. Donc, le type qui n'était pas juif, il était évidemment idolâtre. Or, les idolâtres, quand ils faisaient leur culte à leur dieu, eh bien, ils utilisaient, en général, des libations, ils utilisaient du vin, et le vin utilisé par les idolâtres était considéré comme interdit, on n'avait pas le droit de se servir de ça, tout ce qui avait servi à l'idolâtrie était interdit à la consommation, interdit également d'en profiter. Donc, quand tu te balades dans un endroit à majorité non juive à l'époque, et que tu trouves un raisin ou quelque chose qui provient des raisins, eh bien, normalement, doit s'appliquer la loi de Yain Neser. Peut-être qu'il a servi le raisin en question et les raisins qui sont autour, peut-être qu'ils ont servi à l'idolâtrie, et donc tu n'as pas le droit d'en profiter. Et donc, bon, je ne peux plus t'attaquer sur le crâne. Tu m'as dit que tu manges du crâne parce que chez toi on en mange. Ok, d'accord. Mais comment tu as pu utiliser des pourcénés, des résidus de raisin, alors que, sans aucun doute, ça provenait de chez les non-juifs, et les non-juifs, en majorité, ils sont idolâtres, et on n'a pas le droit d'utiliser ça. Non. Ouais. Vous voulez dire quelque chose? Je pense que c'était une erreur, continuez. D'accord, ok. Amarlé, alors il lui répond, notre ami, il dit, ah, mais Yahin Neser. Non, j'ai une réponse. J'ai une réponse. Si tu m'accuses de Yahin Neser, de vin qui aurait servi à l'idolâtrie, j'ai une réponse pour ça. Ah bon, quelle est la réponse? Amarlé lui dit, L'achar shne masar chodesh à vous. Les raisins que j'ai utilisés, c'est certainement des vieux raisins dont je me suis servi. Or, le principe que tu connais certainement, Rafriza, c'est que on ne craint qu'un raisin est servi ou que du vin est servi à l'idolâtrie seulement s'il a été utilisé par les idolâtres dans l'année qui vient de s'écouler. Mais si tu peux être sûr que c'est un truc qui a certainement qui n'a plus été utilisé depuis 12 mois, eh bien, il n'y a plus de Yahin Neser. Or, dit-il, les trucs que j'ai trouvés qui restaient des raisins là-bas, les pourcénés en question, c'était certainement des choses qui avaient déjà, d'après leur aspect, je suppose qu'il a déduit ça, des trucs qui sont là depuis un an minimum, et donc il n'y a plus de Yahin Neser. J'avais le droit de l'utiliser, je ne vois pas pourquoi tu m'embêtes avec ça, j'ai le droit d'utiliser des pourcénés pour faire mon petit à la hache, pour faire mon petit barbecue. Ok? D'accord? Bonne réponse. Et l'interrogatoire continue. Rafrizda
qu'il n'a toujours pas avalé cette manière qu'a Rami d'essayer de se disculper de ses responsabilités, Rami qui aurait dû se cacher pour aller manger son crâne et pas le faire de manière ostentatoire devant tout le monde, alors Rav Prizda continue à essayer de le coincer sur un autre domaine. Et il lui dit, bon d'accord, c'était peut-être pas du INSF, mais peut-être les Dilma, Gezel Have, peut-être que ça appartenait à quelqu'un et que tu n'avais pas le droit de l'utiliser. Alors ça n'a rien à voir avec le INSF, on n'a pas le droit d'utiliser un truc qui appartient à quelqu'un, bien sûr, c'est du vol. Or, même si c'est jeté quelque part, dans la mesure où tu pourrais croire que quelqu'un pourrait le récupérer, qu'il a déposé là-bas dans un but de le récupérer, eh bien à ce moment-là, tu n'as pas le droit d'utiliser. Bon, évidemment, c'est un peu faible comme accusation. Et bien sûr, Rami rebondit tout de suite sur cette accusation de Rav Prizda, il lui dit, mais enfin, tu plaisantes ou quoi? Amarlé lui répond, Yi'ush be'alim have, certainement que le bonhomme qui a jeté son raisin là-bas, il n'a pas du tout l'intention de le récupérer un jour. Yi'ush be'alim, c'est un concept de talmudique qui veut dire les propriétaires de l'objet ont mis une croix dessus. Ils ont désespéré de le récupérer un jour. Vous savez, quand vous trouvez un truc dans la rue, comment vous savez si vous avez le droit de le prendre pour vous ou pas? Ben, vous regardez l'aspect de l'objet que vous avez trouvé. Si c'est un objet où, selon toute vraisemblance, les gens qui l'ont perdu savent qu'ils ne le récupéreront jamais, parce que, par exemple, il n'a pas de signe distinctif, parce que, par exemple, ils sont dans un endroit où il y a tellement de gens qui passent, je sais pas, au marché, le type il perd un billet de 100 shekels ou de 100 euros au marché, même si c'est une grande somme, bon, il sait très bien qu'il y a tellement de gens qui passent, sans doute qu'il ne va pas le récupérer. Donc, quand vous trouvez un truc comme ça, c'est pour vous. Pourquoi c'est pour vous? Parce que légalement, juridiquement, la propriété a été annulée. Quelqu'un qui décide qu'il ne récupérera plus son objet, eh bien, c'est une conséquence au niveau juridique. Ce n'est plus réellement le propriétaire de l'objet, et donc, celui qui trouve l'objet peut le prendre pour lui. Évidemment, c'est la réponse qui s'imposait et que Rami va donc donner à Rav Prizda en lui disant, mais le pourcentage en question, les trucs de raisin, là, tu penses bien dans une décharge municipale, un bonhomme qui aurait perdu ça ou qui aurait déposé ça là-bas, il ouche balim, c'est sûr qu'il n'a plus l'intention de le récupérer du tout. Et donc, j'avais le droit d'utiliser tout ça pour faire mon fameux barbecue. Comment tu peux être sûr que les gens ont désespéré de récupérer leur raisin? Eh bien, des 4 oubéou khilfé, parce que tu vois, des raisins en question, j'en ai encore dans ma poche, regarde, je te les montre. Je suppose qu'il lui a montré le truc, il lui a dit, tu vois, il y a des khilfés dedans. Khilfé, Rachid traduit en français, ortie. C'est-à-dire, il y a des mauvaises herbes, enfin, c'est un truc qui a pourri, quoi. Il est évident qu'un machin comme ça, personne n'a l'intention d'aller le rechercher, le récupérer. Donc, voilà, des 4 roubés ou khilfé, tu vois, c'est un truc qui a pourri depuis longtemps. Et donc, m'énerve pas avec ça, c'est sûr que je pouvais l'utiliser. Ok. Il a réponse à tout, finalement, ce Rami. Ce qui a comme conséquence d'énerver énormément et de plus en plus Rav Prizda. Parce que si c'est un type qui se sert de ses connaissances pour à chaque fois échapper à l'accusation qu'on aurait pu lui faire, c'est un truc qu'il n'accepte pas, Rav Prizda. Et alors, l'interrogatoire qui aurait pu, ou peut-être qui aurait dû s'arrêter là, continue. Razier, il s'est rendu compte, Rav Prizda, de la Havei Manar Tfilin, que M. Rami ne portait pas de téphilin, ne mettait pas les tfilin. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec le sujet. Non, ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais enfin, puisqu'on est en train de parler, dit Rav Prizda, laissons tomber cette affaire de Kral, puisque tu as réponse à tout, mais qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Pourquoi tu ne mets pas les tfilin? Bon, comment il a su qu'il ne mettait pas les tfilin, le pauvre ami? À votre avis, comment est-ce qu'il a pu savoir qu'il ne mettait pas les tfilin? Bon, ne me dites pas que c'est parce que le bonhomme, il n'y avait pas de signes sur le bras, vous savez, les signes de bras des tfilin. Pour tous celui qui met les tfilin le matin, il sait qu'au bout de quelques minutes, il n'y a plus de signes. Donc, non, je suppose que c'est parce qu'à l'époque, c'était encore à une époque où on mettait les tfilin toute la journée. Vous savez, dans la Torah, il n'y a pas écrit qu'il faut mettre les tfilin que le matin quand on fait la prière. Dans la Torah, il y a écrit qu'il faut mettre les tfilin. Et la halakha, c'est de les porter toute la journée, en fait. Simplement, avec le temps, on s'est rendu compte que c'était pas une bonne chose parce que les tfilin, c'est quand même quelque chose de kadosh, c'est quelque chose qu'on a besoin d'un respect, et au niveau de comment se comporter vis-à-vis d'eux, et également peut-être même quelle pensée avoir quand on les a sur nous, etc. Et comme on n'est pas capable de le respecter 24 heures sur 24, ou même 12 heures sur 24, alors on a décidé de réduire la mitzvah, au lieu de la porter toute la journée, on a donc décidé une fois pour toutes de mettre les tfilin que pendant
la prière du matin, parce que là-bas au moins on est à la synagogue, on se pense qu'on a suffisamment de concentration, enfin on espère en tout cas, pour qu'on puisse se permettre de porter les tefilines. Et donc, c'est un truc tardif. Mais à l'époque, les gens mettaient les tefilines toute la journée. D'ailleurs, si je me trompe pas, il y a aujourd'hui une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit que, puisque on a décidé de plus mettre les tefilines toute la journée, eh bien quelqu'un qui voudrait les mettre toute la journée, ben, c'est pas bien. On ne met pas aujourd'hui les tefilines toute la journée. Pourquoi? Parce que ce serait une forme de yohara. Yohara, ça veut dire une manière d'orgueil. C'est comme le type qui mettrait aujourd'hui les films toute la journée, c'est comme s'il disait bon ben les autres, y compris les grands rabbins avec les grandes barbes, ils sont pas capables de se concentrer sur la kedusha, sur le respect des tefilines et la sainteté des tefilines, mais moi je suis capable, donc moi je les porte toute la journée et c'est très mal vu. Donc aujourd'hui, ça serait même mal vu de mettre les films toute la journée. À l'époque, c'était courant. Moi je me souviens, c'est une parenthèse, une petite histoire que je vous raconte, qui m'est arrivée il y a il y a très longtemps. J'étais ouh là là. Non, il y a vraiment très longtemps, je n'étais pas encore marié, vous voyez, c'était à la yeshiva, une yeshiva très sympathique à Alonshput, en Israël, dans le Gush Etzion. Et un des premiers jours où j'arrive, je m'aperçois qu'il y a un bonhomme là-bas, il s'appelait Avraham, il avait les tefilines toute la journée. Et moi, je connaissais la halakha, où il y avait écrit là-bas, donc c'est pas bien de porter les tefilines toute la journée. C'est une forme d'orgueil, mal placé, etc. Donc je demande à des copains, bon, je n'ose pas trop lui parler à lui, il avait l'air d'un ancien, d'un vieux de la vieille, c'est quand on vient d'arriver, on c'est tout petit. Mais je demande à un copain, je dis, dis-moi, Avraham, comment ça se fait qu'il porte les filles toute la journée, lui? Il dit, ah, mais Avraham, tu connais pas Avraham? Ah, Avraham, c'est spécial. Avraham, c'est le ilouï de la yeshiva. C'est ce que c'est un ilouï. Ilouï, ça veut dire, c'est la lumière de la yeshiva. C'est celui qui est, vous savez, c'est le genre de bonhomme qui vient le premier au Beth Midrash à 5 heures du matin avant tout le monde. C'est lui qui allume la lumière. C'est le dernier qui quitte le Beth Midrash à 2 heures du matin. C'est lui qui est éteint. C'est le grand tzaddik. C'est lui qui étudie tout le temps. Et donc, il avait envie, pour se rapprocher d'Hachem, il avait envie de mettre les filles toute la journée. Alors, comme il savait, il connaissait la halakha, il est allé voir le Rosh Yeshiva. Il a demandé au Rosh Yeshiva, est-ce que j'ai le droit de mettre les filles toute la journée? Ça m'arrangerait. Ça me permettrait de me rapprocher d'Hachem davantage. Et le Rosh Yeshiva lui a dit, ok, tu as l'autorisation. Pourquoi? Parce qu'ici, tout le monde te connaît, tout le monde sait que tu es un bonhomme tzaddik et humble, et que tu fais pas ça pour te faire valoir, et donc personne n'aura des mauvaises pensées en te voyant, en pensant que tu fais ça pour ta gloire personnelle. Donc tant que tu as l'échelle en tout cas, tu peux le faire. Mais attention, quand tu rentres chez toi, dans ta communauté là-bas, non, là tu fais comme tout le monde. Mais ici, tout le monde te connaît, il n'y a pas de problème. Et depuis donc, Abraham mettait les films toute la journée. Je vous raconte ça parce que un jour, on est revenu, c'était un dimanche, on est revenu d'un week-end de libre, d'un Shabbat libre, et en rentrant dans le Beth Midrash de la Yeshiva, qu'est-ce que je vois? Je vois un énorme attroupement autour d'Avraham. Les gens étaient autour, tellement il y avait de gens autour que je n'avais même pas à voir Avraham lui-même, c'est des gens m'ont dit il y a Avraham au milieu. J'ai dit alors, il me dit va voir, c'est incroyable, je vais voir. Et j'arrive, je regarde Avraham, non seulement il avait plus des tefilines, mais il n'avait plus de kippa non plus. Vous vous rendez compte? Il n'avait plus de kippa. Alors là, je vais voir mon copain, je lui dis, mais pourquoi il n'a pas de kippa? Il dit, ben écoutez, écoute, il vient d'apprendre le secret qu'il ne connaissait pas. Ce week-end, c'est ce qu'il a raconté à ses copains, ce week-end a été très éprouvant pour lui. Il est rentré à la maison et ses parents lui ont avoué que la vérité, c'est qu'il n'est pas juif. Il n'était pas juif, Abraham. Il ne savait pas. C'était le secret de famille. On ne lui avait pas dit. Et alors, ce qui est très très curieux, et quand je vous raconte ça, je suis encore choqué moi-même, voilà, un bonhomme qui connaissait tout le Talmud, c'était certainement celui d'entre nous qui était le plus versé, qui avait le plus de crainte de Dieu également. Et donc, évidemment, quand un truc comme ça arrive, qu'est-ce qu'on s'attend? Ben, on s'attend à ce qu'il fasse ce qu'on appelle régulariser la situation, quoi. Il aurait dû, bien sûr, aller devant un Beddin et dire, bon, ben, c'est comme ça, je me convertis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis sûr qu'il en connaissait, certainement qu'il en connaissait davantage que les juges du tribunal rabbinique qui auraient été censés de l'interroger. Or, bizarrement, notre Abraham a décidé ce jour-là d'enlever la kippa, d'enlever le filim et de plus pratiquer les mitzvot. Et à ses copains qui lui demandaient, moi je n'étais pas trop copain avec lui, hein, moi je ne le connaissais pas en arrivant, et puis bon, j'ai jamais su vraiment s'il venait à 5 heures du matin, s'il partait à 2 heures du matin, parce que moi je venais beaucoup plus tard et je partais beaucoup plus tôt. Donc. Mais enfin, bon, en tout cas, il a donc raconté à ses copains qu'il avait décidé d'être un très très bon juif parce qu'il pensait qu'il était juif.
à partir du moment où il avait compris que Dieu l'avait fait naître non-juif, eh bien, disait-il, il n'y a aucune raison que j'essaye d'être un bon juif. Puisque je suis non-juif, eh bien, ça veut dire que Dieu veut que je sois un non-juif, je vais essayer d'être le meilleur non-juif possible. C'est-à-dire que je vais appliquer les 7 mitzvot des Noachides, et puis je les ferai du mieux possible, et on se reverra certainement au Gan Eden, moi parce que j'aurais été un bon goy, et vous parce que vous auriez été des bons juifs. Voilà ce qu'il a dit, en tout cas ce jour-là. Après, j'ai plus revu, je ne sais pas s'il a tenu à vivre comme ça ou pas, mais en tout cas, c'est très impressionnant. Moi, ça m'a beaucoup impressionné. J'étais à la fois choqué, à la fois impressionné de ce bonhomme qui, de manière tout à fait rationnelle, disait, ben non, non, il y a rien d'émotionnel dans cette affaire-là. Je faisais tout ce qu'il fallait parce que je pensais que j'étais, mais si je ne suis pas juif, comme il disait, chacun doit se réaliser ce pourquoi il a été créé, c'est comme ça qu'il disait, les minots, comme c'est écrit dans le texte de Bereshit au début, les minots, un homme doit être un homme, une femme, un juif, un goy, un chien, une marguerite, une marguerite, et il ne faut pas intervertir se prendre les fonctions les uns des autres, toute fonction est bonne et il faut juste l'accomplir jusqu'au bout. J'avais à Kfar Maïmon, le village dans lequel j'habite encore aujourd'hui, j'avais un chien par exemple, c'est pas moi qui avais un chien, c'est l'électricien, Rafi, il avait un chien qui s'appelait Snoopy, et le chien, je suis sûr qu'il n'aura pas le droit au Gan Eden, au Gan Eden des chiens, parce qu'il vivait comme une marguerite en fait. Il vivait comme une marguerite, c'est-à-dire il faisait rien, il courait pas, il aboyait pas, voilà, il n'y avait pas de différence réelle entre lui et la marguerite. Voilà un chien qui ne s'accomplissait pas en tant que chien. Un chien qui ne s'accomplit pas en tant que chien, eh ben il ne va pas dans le Gan Eden des chiens. Alors lui, il pensait que chacun devait s'accomplir ce pourquoi il a été créé, et comme il avait été créé goy, ben il serait goy. Bon, enfin, je ferme la parenthèse, une longue parenthèse. Hein, je ferme la parenthèse, je reviens à mon histoire de cul de vache quand même, c'est ça qui nous intéresse bien sûr. Alors, puisque c'était l'époque où on mettait les films toute la journée, vient donc notre Rav Frisda et il pose la question à Rami et lui dit, mais enfin, comment se fait-il que tu n'as pas les tefilines? Ah, alors, qu'est-ce que tu as à dire? Amarlé lui a répondu, ah, pour les tefilines, j'ai une réponse, j'ai une bonne raison. Pourquoi je ne mets pas les tefilines? J'ai une bonne raison. Maïta'ama lo manafta tefilin. Pourquoi tu n'as pas mis les tefilines? Amarlé, il lui a répondu, j'ai des problèmes digestifs. J'ai des problèmes digestifs. Ben alors, Amar Rabbi Yehuda, vous vous rappelez qui c'est Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, c'est le rabbin de Pumpedita, là où il vivait, de là où il venait. Amar Rabbi Yehuda, mon maître Rabbi Yehuda m'a toujours enseigné, Cholé Me'aïn, celui qui a des problèmes d'intestin, Patoum, il a fini, il n'a pas besoin de mettre de fini, il n'a pas besoin de mettre de fini. Vous me direz, à force de manger des pieds de vache dans une décharge municipale en les faisant griller avec des raisins pourris, évidemment qu'on a des problèmes gastriques, c'est un peu normal. En tout cas, il dit voilà, moi j'ai un ptor, moi j'ai une dispense du médecin, plutôt du rabbin, puisque j'ai des problèmes de digestion, et bien je suis pas obligé de mettre du tefilin. Amar Rabbi Yehuda, Cholemeaïn, celui qui est malade, celui qui a des problèmes d'intestin, Patoum, il a fini, il n'a pas besoin de mettre de tefilin. Bon, je suppose, ça se comprend pourquoi il n'a pas besoin de mettre les tefilin, parce qu'évidemment, quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes tout le temps, évidemment, il ne va pas pouvoir mettre les tefilin, les enlever, les remettre, les enlever, c'est normal. Et donc, il ne met pas les tefilin. Ah ah. Vous imaginez donc la scène. Rav Frisda est en train de se dire à lui-même, ce bonhomme, j'arriverai donc pas à le coincer. Avec le crâne, ça n'a pas marché, avec les tefilines, ça ne marche pas non plus. Chazien, il a vu, il a constaté, de là avec Arami Routé, qu'il n'avait pas de fil. Parce que c'est les fils. Les fils, c'est les tzitzit. Il n'avait pas de tzitzit. Alors ça, c'est beaucoup plus grave. Parce qu'il n'y a pas de dispense sous prétexte qu'on a des problèmes intestinaux. On est quand même tenu, quand on a un habit à 4 coins, de mettre des tzitzit. Or, il s'est rendu compte, Rav Frisda, de là avec Arami Routé, qu'il n'avait pas de choutim, il n'avait pas de tzitzit. Évidemment, Amarlé lui dit, Maïta'ama, quelle est la raison? L'etlach chouté, tu ne portes pas de tzitzit. Et alors il lui a répondu, ah, pour le tzitzit, j'ai une réponse. Pour le tzitzit, j'ai une réponse. Ben, c'est quoi ta réponse? Qu'est-ce que tu vas me sortir maintenant? Amarlé, il lui a dit, talit she'ulai. Le talit, le vêtement à 4 coins que je porte sur moi, c'est un vêtement qui ne m'appartient pas. She'ulai, je l'ai emprunté à un copain. Et alors? Ah ben et alors, Amar Rabbi Yehuda, le Rabbi Yehuda, c'est de Pumpedita, donc mon maître Rabbi Yehuda, il nous a toujours enseigné, talit she'ulai,
Si tu empruntes un talit à quelqu'un, si tu empruntes un vêtement à 4 coins à quelqu'un, eh bien pendant 30 jours, kol shoshim yom, ptura mina tzitzit, tu n'as pas besoin de mettre des tzitzit. C'est une loi qui ressemble un petit peu à celle des mezuzot. Si vous allez en vacances et vous avez une maison de location, vous n'êtes pas tenu de mettre tout de suite une mezouza. Mezouza, il faut un certain temps, en général justement un mois, quand vous rentrez dans une nouvelle maison également, vous avez un mois. Après c'est obligatoire. Puis avant, on n'est pas obligé. Même chose avec le talit, en tout cas d'après Rabbi Yehuda. Si c'est un talit qui a été emprunté, c'est pas le tien, et bien pendant 30 jours, tu as une dispense. Tu n'es pas obligé de mettre des tzitzit. Et d'ailleurs, dit Rami, ben moi ça fait 28 jours que je l'ai emprunté, il serait temps que je lui rende pour que j'en emprunte un autre, afin d'avoir de nouveau une rallonge de 30 jours. Non, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça, c'est moi qui vous le raconte ça, il n'a pas dit ça. Mais enfin, il aurait pu. En tout cas, il dit, voilà, la raison pour laquelle je n'ai pas de talit, c'est parce que pendant 30 jours, on n'a pas besoin de mettre des petites sillottes sur un talit qui a été emprunté. Vous comprenez bien que cet interrogatoire aurait pu durer encore longtemps. Il aurait pu passer en revue toutes les mitzvot qui existent, et il y en a. Sauf que il se passe quelque chose dans la salle du tribunal. Adéachi, pendant ce temps-là, sur ces entrefaits, Aïtoué lehahu gavra, on a amené un autre bonhomme. Alors, vous comprenez ce qui se passe? La patrouille de tout à l'heure, la patrouille, elle fait du zèle en cette veille de Kippour, et elle continue à tourner dans les rues de Soura à la recherche de ceux qui ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Et ils viennent de trouver quelqu'un d'autre, un autre récalcitrant. Alors celui-là, il n'a pas été pris en flagrant délit de manger du pied de vache, mais il a été pris en flagrant délit de la have mukar abu have ime. Il manquait de respect, il ne respectait pas son père et sa mère. C'est très grave ça. Alors, la vérité, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'il a fait dans la pratique. Ça veut dire quoi, il ne respectait pas son père et sa mère? Est-ce que ça veut dire qu'il leur a manqué de respect parce qu'il aurait répondu de manière insolente, ou bien il leur a donné une gifle, ou bien il n'a pas respecté les ordres qu'il a reçus de ses parents? On ne sait pas non plus quel âge il avait d'ailleurs le bonhomme, mais en tout cas, ils ont pris ce bonhomme-là, il a été pris en flagrant délit, donc manque de respect à ses parents, et il a été amené devant le tribunal de Ratrizda. Kaftuhu, il était menotté, figurez-vous. Kaftuhu. Bon, à ce stade-là du récit, si moi j'avais été à la place de Rami, eh bien je me serais fait tout petit dans un coin, en me disant, voilà maintenant un monsieur qui fait son irruption à l'intérieur du tribunal, certainement que tous les regards vont se tourner vers lui, on va parler de son affaire, moi dans mon coin, on va m'oublier, au bout d'un moment, il y a le type qui fait qui fait régner l'ordre à l'intérieur du prétoire, il viendra me dire, mais dites-moi, mon jeune ami, pourquoi vous êtes là, vous rappelez-moi? Et là, je lui dirais, moi, je sais pas, c'est un malentendu, hein, on m'a pris parce que je mangeais du crâne, mais la vérité, j'ai le droit, parce que je suis de Pompédita, c'est un malentendu. Bon, bah, rentrez chez vous, allez fêter Kippour comme il se doit, et puis voilà. Moi, c'est ce que j'aurais fait, vous voyez, à la place de Rami. Je me serais fait tout petit dans un coin et très discret. Rami, pas du tout. Il voit le bonhomme rentrer avec les menottes, et qu'est-ce qu'il dit? Amar et où? Il dit à Raprizda, donc cet étranger-là, qui est lui-même un accusé, qui est lui-même un suspect, il vient et il dit à Raprizda, Shavkou, libérez-le! Comment vous osez le menotter? Libérez-le, Shavkou! Comment ça, Shavkou? Mais d'abord, de quoi tu te mêles? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on devrait libérer un type qui a été pris en flagrant délit de manque de respect des parents? Eh bien, je vais te dire pourquoi tu dois le libérer, dit notre Rami à Raprizda. Des Tania, parce qu'il y a un enseignement, une braïta, un enseignement rabbinique de l'époque des Tanaïm, que tu connais sûrement, Raprizda, toi qui es l'un des plus grands connaisseurs du Talmud de notre temps. Et qu'est-ce que dit cette braïta? Kol mitzvat assez. Chaque fois que tu verras une mitzvah positive, vous savez qu'il y a des mitzvahs positives et des mitzvahs négatives. Négatives, c'est ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mitzvah positive, c'est-à-dire fais ci, fais ça. Or, chaque fois que tu verras dans la Torah une mitzvah positive, chez Matan Srara Betzida, c'est-à-dire que cette mitzvah-là, le texte a pris la peine d'expliquer quelle va être sa récompense. Donc, si quelqu'un accomplit cette mitzvah, voilà qu'elle va être. En général, c'est pas écrit. En général, dans la Torah, on ne te dit pas si tu fais ça, tu auras ça, et si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Il y a bien, en effet, le texte de l'alliance, c'est-à-dire si tu respectes les mitzvot,
voilà ce qui va t'arriver, des choses sympathiques, et sinon ça va aller mal. Mais c'est très vague, on ne rentre pas dans le détail des avérotes et des mitzvot. En général, quand on nous dit fais telle chose ou fais telle autre, on ne nous dit pas quelle va être la récompense ou quelle va être la punition. Mais il y a quand même quelques petites exceptions. En tout cas, la Braïta, l'enseignement auquel fait référence ici Rami, dit bien une mitzvah tassée. Si tu rencontres une mitzvah positive, chez Matan Sara Betiba, dont la récompense est explicite dans le texte de la Torah même, eh bien sache que En Bet Din Shel Mata Muzharin Aleha. Le Bet Din d'en bas, donc le tribunal des hommes, le tribunal rabbinique, n'a aucune légitimité pour juger de ce cas-là. En Bet Din Shel Mata Muzharin Aleha. Le tribunal d'en bas ne peut pas légiférer là-dessus. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si Dieu disait, bon, cette mitzvah, eh bien, je m'en occupe, c'est mon affaire. Si jamais le bonhomme l'accomplit, eh bien, il aura telle et telle récompense, et s'il ne l'accomplit pas, eh bien, il aura telle ou telle punition, mais en tout cas, c'est moi qui m'en occupe, et vous n'avez rien à faire là-dedans. C'est mon affaire. En bedin chez le matin, vous avez. Et comme il se trouve, ne cherchez pas, il n'y en a pas beaucoup des mitzvot comme ça, il doit y en avoir deux, en fait. Les mitzvot positives où il y a écrit quelle va être la récompense, il y a la mitzvah de respect des parents. Puisque, comme vous le savez sans doute, lorsque le texte nous dit tu dois respecter tes parents, il est écrit juste après, les man yarichun yamecha, afin de vivre longtemps. C'est-à-dire que le respect des parents, ça serait un gage de longévité. Or, puisque la récompense est écrite explicitement dans le texte, on n'a donc pas le droit de juger quelqu'un qui aurait manqué de respect à ses parents. Or, voici que devant les yeux de Rami, on amène quelqu'un dans le tribunal de Soura, quelqu'un qui apparemment est accusé de ne pas avoir respecté ses parents. Et c'est la raison pour laquelle il lui dit Kaftou, il lui dit chaque coup, libérez-le, en tout cas délivrez-le de ses liens, vous n'avez rien à dire sur ce sujet-là. En beddin ce matin, vous n'avez rien à dire. Là-dessus, vous pensez bien que Afrizda a certainement mal pris la chose. Non seulement il n'a pas réussi à le faire taire, mais en plus voilà que Rami se mêle de choses qui ne le regardent pas vraiment, et se mêle finalement de régler lui-même ou de faire la morale à Rafrizda. Donc c'est un petit peu comme si les rôles s'étaient inversés, c'est plus lui qui est accusé, c'est lui qui est accusé. Amarle. Et alors Rafrizda lui dit, Chazin alach, si je comprends bien, Chazin alach, Decharifta Touva. Si je suis en train de constater que tu es quelqu'un de Charif. Tu es quelqu'un de Charif. Alors, Charif, vous savez ce que ça veut dire en hébreu. Charif, ça veut dire piquant. Quand vous mangez quelque chose de Charif, c'est-à-dire que vous mangez quelque chose de piquant. Amarle lui dit, Chazin alach, je suis en train de constater chez des Charif Tatouva que tu es un bonhomme très piquant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tu es un type très piquant? Je suppose que c'était pas réellement. Je crois qu'il y a un problème technique. Attendez, je vais essayer de voir. Je sais pas, vous m'entendez là ou pas? Qu'est-ce qui m'entend? Vous m'entendez? C'est moi qui. Moi, je vois plus personne dans l'histoire. C'est bon? Oui, on vous entend. Continuez. Ok, d'accord, alors je continue. Donc, quand tu lui dis je suis en train de constater que tu es quelqu'un de Harif, tu es quelqu'un de piquant, je suppose que dans la bouche de Rafrizda, ce n'était pas un grand compliment. Je suppose que ce qu'il voulait lui dire, des Harif Tatouba, c'est très piquant. Ce qu'il voulait lui dire, c'est écoute, avec toi, il y a un problème. Tu te sers de tes connaissances talmudiques, de tes connaissances de Torah, pour éviter de prendre tes responsabilités. Chaque fois qu'il y a un truc que tu dois faire, tu ne fais pas. Et même, si on devait t'écouter, même le respect des parents, on ne devrait pas l'appliquer. Harif Tatouba, c'est très piquant dans le sens, tu n'es pas quelqu'un de droit, tu n'es pas quelqu'un d'honnête, tu n'arrêtes pas de trouver toutes sortes de raisons de passer à côté de tes obligations. Et là-dessus, Rami répond. Et la réponse de Rami est un petit peu mystérieuse. C'est un petit peu une réponse, une devinette. Amarle lui dit, I havita be'atre de Rav Yehuda, achvin alach churpai. Il dit, si tu crois que je suis piquant, que je suis charif, parce que j'ai répondu à 3-4 questions, sache que ça n'a rien à voir avec la charifout. C'est pas ça être piquant. Et en fait, je suis piquant, mais t'as rien vu. Je me retiens.
je me retiens. J'ai plein de choses que j'aurais dû te dire et que je ne te dis pas. Mais la vérité, si la situation avait été inverse, si au lieu d'être chez toi, on avait été chez moi, dans le domaine de Rav Yehuda, c'est-à-dire à Poupédita, j'aurais pu te montrer qu'est-ce que c'est que la vraie Harifut. Voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, écoute mon vieux, la Harifut, c'est pas ce que tu penses. Si on avait été ensemble à Poupédita, là je t'aurais montré ce que c'était que la Harifut. Et, curieusement, le texte s'arrête ici. C'est-à-dire que le passage talmudique ne continue pas plus loin. On ne saura jamais comment l'histoire s'est terminée. Est-ce qu'ils se sont séparés en bonne entente? Est-ce qu'il a été accusé finalement de quelque chose ou pas? On a l'impression que l'histoire est terminée en queue de poisson finalement et on n'a pas la fin, le fin mot d'histoire. Voilà cette histoire que nous raconte le Talmud. Et c'est là-dessus que je voulais consacrer les quelques minutes qui nous restent. Qu'est-ce que cette histoire est censée nous apprendre? Ou si vous voulez, quand le Talmud raconte des histoires vraies, des anecdotes, c'est jamais évidemment pour rien. C'est pas parce que le texte qu'on était en train d'étudier est un texte un petit peu ardu, qu'il faut détendre l'atmosphère, on raconte une histoire. Non, les histoires talmudiques ont toujours, bien sûr, un but moralisateur. C'est-à-dire, on te raconte une histoire parce qu'on veut que tu en retires un enseignement. Or là, l'enseignement qu'il faut retirer de l'histoire, il n'est pas probant. Pourquoi, à votre avis, le Talmud nous raconte-t-il cette histoire? Qu'est-ce qu'on devrait normalement en tirer? Quelle est la leçon pour nous de cet interrogatoire qui n'a pas vraiment eu de fin? Qu'est-ce que cet interrogatoire peut nous apprendre à nous? Et c'est pas évident de répondre à cette question. Est-ce que l'un d'entre vous a une idée? Vous pouvez prendre votre temps pour répondre, mais pas trop quand même. Allez-y, c'est le moment de participer. On a dit une conférence interactive. Ouvrez votre micro. À côté de votre nom, il y a le micro. Vous l'ouvrez et vous pouvez répondre. Voilà. Alors, à votre avis, moi, à part ça, monsieur l'organisateur, moi je vois plus rien. C'est-à-dire, j'ai plus d'image, hein, ni la vôtre, ni la mienne. Ni... Moi, je suis revenu. Cliquez sur participant encore une fois, en haut à droite, un double clic. Ah ouais. Ah ben très bien. Salut. Voilà. Ouais. Okay, là, c'est revenu. D'accord. Donc la question donc est de savoir qu'est-ce que ce texte talmudique veut nous enseigner, qu'est-ce qu'on doit retirer de tout ça? Ou, je vais vous poser la question différemment. À votre avis, ceux qui ont écrit cette histoire dans le Talmud, et qui ont donc un but certainement éducatif, est-ce qu'ils sont du côté de Rav Hizda ou du côté de Rami? Est-ce qu'en fait c'est un texte qui prend fait et cause pour le Rav, et à ce moment-là, quelle est la leçon de l'histoire? Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Qu'est-ce qu'on devrait faire ou pas faire? Ou bien est-ce qu'au contraire, le texte pense du côté de Rami, et à ce moment-là, c'est ce qu'on devrait normalement en retirer comme enseignement pour aujourd'hui? Bon, alors c'est moi qui interroge. Ceux qui connaissent déjà, Chava Pinchas, vous êtes là? Vous avez une petite idée peut-être? Moi, je me demandais... Tu m'entends, Yohan? Oui, on entend. Super. Je me disais... Bon, déjà, pour répondre à la question du Rav, il semble que le texte soit du côté du Rav... comment il s'appelle? Hizda, il s'appelle. Hizda. Ouais. Et je me disais, est-ce que ça ne nous apprend pas que quand on est face à un Rav, en fait... peut-être que quand il nous interroge sur des points précis, et il y a un autre sens derrière. Il n'y a pas forcément, c'est pas forcément la situation elle-même. Donc peut-être qu'on ne doit pas, on doit s'interroger avant de répondre. Oui, mais le texte dit ça, donc j'ai le droit. Je sais pas si c'est clair. Comme si vous êtes en train de me dire que Rav Hizda, quand il dit quelque chose à Rami, il veut lui dire plus que ce qu'il lui dit. Il veut lui dire, écoute mon vieux, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi je t'accuse au niveau formel, mais dans le fond, je te reproche pas d'avoir formellement fait des choses que tu n'aurais pas dû faire. Je te reproche de ne pas avoir saisi, pour une visée Montesquieu, l'esprit de la loi.
La loi, tu l'as peut-être appliquée, mais franchement, si on t'écoutait, alors on ne mettrait pas de talit, on ne mettrait pas de tuiline. Vous savez, il y a toujours, dans les lois, il y a toujours des petites lignes qui sont pleines d'exceptions, quoi. C'est-à-dire, cette loi ne s'applique pas à celui-là, il ne s'applique pas à celui-là. Évidemment, les lois, c'est pour la généralité, et il y a toujours des gens qui peuvent sortir du cadre de la loi. Maintenant, écoutez, les avocats le savent très bien, puisque c'est quoi un avocat? Un avocat, c'est quelqu'un à qui on paye beaucoup d'argent, et en contrepartie, il est censé te raconter, écoute, sache ce que tu viens de me dire maintenant, là, tu le dis à personne, hein, ça tu le gardes pour toi, c'est pas ça que tu dois dire au tribunal. Par contre, ce que tu m'as dit avant-hier, ça oui, ça tu pourrais même insister dessus. Pourquoi il lui dit ça à l'avocat? Parce que lui, l'avocat, il connaît la loi dans tous ses détails, ce que le bonhomme lambda ne connaît pas, et il lui dit, écoute, sache que voilà ce que tu dois faire si formellement tu veux t'en sortir. Et ce que Rav Rizda, je suis votre idée, ce que Rav Rizda essaie de dire en fait à Rami, c'est qu'il n'y a pas que le formel dans la Torah, comme dans n'importe quel autre système de loi, il y a également l'esprit de la Torah. Et même si formellement tu as le droit de manger du kral à l'endroit où tu étais, eh ben tu n'aurais pas dû, parce que c'est provoquant. Et si jamais j'arrive pas à t'avoir sur ce point-là, j'essaierai de t'avoir sur un autre point. Et le message en fait que le texte talmudique voudrait nous dire, c'est ne te sers pas de tes connaissances, parce que qui est-ce qui peut faire ça? Qui est-ce qui peut arriver comme ça à s'en sortir? C'est uniquement celui qui connaît bien la loi, celui qui connaît les petites lignes, celui qui a bien étudié, qui sait à qui ça s'adresse et à qui ça ne s'adresse pas, qui peut avoir toutes les dispenses dans les mains, et c'est justement celui-là qui peut ensuite vivre, on appelle ça, il y a un principe, un concept dans le Talmud, on appelle ça Naval Birshut Torah. Il est très possible de respecter formellement toute la Torah et de se comporter comme un véritable naval, que je n'ose pas traduire, parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas dire. Naval, comment serait bon, m'excusez de l'expression, comme un salopard. On peut très bien être un escroc, un naval, Birshut Torah, tout en étant au niveau formel, à l'intérieur, personne ne peut me traîner en justice, j'aurai toujours mon dernier mot, etc. Et peut-être que ce que le texte en effet veut nous dire, c'est qu'il ne faut pas se servir de tes connaissances pour pouvoir ensuite laisser tomber l'essentiel des mitzvot, sous prétexte que tu as trouvé un petit alinéa dans tel ou tel halakha qui permet à toi de ne pas être tenu de les appliquer. Ça, ce serait donc la thèse qui dirait que le texte ici de la Gemara, le texte du Talmud, il vient appuyer le Rav Rizda et critiquer l'attitude un petit peu, on va dire, un petit peu chutzpanite, c'est-à-dire un petit peu effrontée de notre ami Rami. Est-ce qu'il y a une autre possibilité de lire le texte? Il y a Suzanne qui veut intervenir. Donc Suzanne, je vous ouvre votre micro. Parlez plus proche du micro, on vous entend très mal. Dans un milieu étranger, il faut faire attention à notre façon de se conduire. Et quand on n'est pas chez soi, il faut faire comme les gens font. Il faut faire attention à notre façon de se conduire. Ça peut être mal interprété. On ne vous connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes, faites attention. On vous regarde, ne provoquez pas, faites un petit peu plus que ce que normalement vous étiez censé faire pour qu'il n'y ait pas de gens qui parlent autour de vous, etc. C'est ce que vous voulez dire. Et en fait, en disant ça, vous renforcez ce que disait Madame tout à l'heure, dont je me souviens plus, Chava, vous renforcez ce que disait Chava, c'est-à-dire que le texte, en fait, vient appuyer Rav Rizda et critiquer la position de Rami. Est-ce que quelqu'un aurait une autre lecture possible du texte? Rav, vous pouvez rappeler la fin du texte? Il y a le deuxième qui rentre parce qu'il n'a pas respecté ses parents. Il rentre avec les mains ligotées parce qu'il a manqué de respect aux parents. Alors, Rami dit, tu devrais le libérer. Parce que le texte de la halakha dit, enfin le texte de la Braïta en tout cas, dit que lorsqu'il s'agit d'une mitzvah positive ou dans la Torah, il est écrit quelle est la récompense, eh bien, en bet din shel mata muzharin alea, c'est-à-dire le tribunal des hommes n'a pas à se préoccuper de ça. Vous n'allez pas à juger des gens qui ont transgressé une mitzvah positive ou pour laquelle la récompense est écrite explicitement. Là-dessus, Rav Rizda ne répond pas sur le fond de ce que vient de lui dire Rami, mais il lui dit, si je comprends bien, je vois bien, je constate que tu es très harif.
que tu es un petit malin, quoi. Je constate que tu es un petit malin, ta réponse à tout. Et là-dessus, Rami répond, mais non, pas du tout, je suis pas Harif, je me retiens, je t'ai pas tout montré, je me contiens. Et la vérité, si ça avait été le contraire, là je peux pas parler parce que je suis pas chez moi, mais si on avait été chez moi, si on avait été à Pompédita, là je t'aurais montré qu'est-ce que c'est que la Harifout. Il y a une sorte de super provocation maintenant de la part de Rami. C'est plus la provocation de celui qui mange son kral devant tout le monde, c'est celui qui se permet dans le tribunal de Soura de faire la leçon au grand Rav Hizda qui est le chef du tribunal de Soura. Non, la vérité, je suis capable de beaucoup plus que ça, mais je te respecte, donc je dis pas tout. Voilà la fin de l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Rav, Shalom Rav, est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire liée à la notion du fait qu'on est juste avant Kippour, on est dans les 10 jours, ouais. Il y a cette personne qui est en voyage, qui ne porte pas de titre, et il y a un crescendo dans les interrogations du Rav Hizda, il y a un crescendo progressif entre la première faute qui est celle de manger du kras, et puis après de monter progressivement jusqu'au tefilin. Pour les parents. Ouais. Et on arrive à cette mitzvah, les deux mitzvot. Et alors quelle est l'idée qui est derrière? Qu'est-ce que le texte est en train de dire? Tu commences par laisser tomber des petits minagim, où il y a des discussions pour savoir si c'est caché ou pas caché, et puis finalement, regarde cette semaine, tu finis par remettre en question le respect des parents, en passant par les filines, le talit, etc. Donc, de nouveau, ce que vous êtes en train de proposer comme lecture, c'est une lecture qui accable Rami en lui disant c'est pas comme ça qu'on fait. Quand tu fais comme ça, tu rentres dans un système où tu peux dégringoler et aller et finalement mettre de côté des mitzvot qui sont beaucoup plus importantes que celles que tu crois. On sait comment ça commence, on sait jamais comment ça finit. C'est un petit peu ça que vous vouliez dire. Ouais. Eh bien, je repose pour la 4e fois alors ma question. Est-ce qu'il y a une possibilité de lire autrement le texte? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une possibilité de lire le texte, mais cette fois-ci en critiquant Rav Hizda lui-même, en prenant le parti de Rami? C'est ça ma question. Oui, il y a de toute façon, il y a une insistance à pousser Rami dans ses retranchements et dans une controverse qui a priori est stérile, puisque chaque réponse chaque interrogation amène une autre réponse. Donc l'idée c'est pourquoi Rav Hizda s'entête-t-il à vouloir essayer de démontrer quelque chose à ce Rami? À ce Rami qui apparemment ne comprend pas les allusions. Rav, j'ai l'impression que, comme l'a dit Pinchas, peut-être que le fait que c'est Eretz Kippour, alors on a l'impression que toute cette ville va faire Bifni Mishurat Adin, quoi. Finalement, on va le chercher dans les poubelles de la ville, en dehors de la ville, pour le dire « Hey, t'as fauté, mon vieux !» Alors que finalement, lui, il est en dehors de la ville, il a fait selon ses minagim à lui, et on dirait qu'on cherche la petite bête à chaque fois le coincer, on veut faire des khumrot sans fin, quoi. Ouais. Alors ça, ce serait donc une autre lecture inverse. Ça, c'est pour Rami. Ça, c'est pour Rami. Alors, je vais vous dire à quel moment j'ai vraiment compris ce texte. Il y a quelques années, un grand ami à moi, qui est décédé depuis, Zichrono Livracha, un rave jeune qui s'appelle le rave Elikan, Zichrono Livracha, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, en tout cas, ses écrits, on peut encore les trouver en français, en hébreu également, mais en français, vous pouvez les trouver sur le site de Sheela.org, c'est un des fondateurs du site et un de ceux qui avait répondu aux plus de questions, Sheela.org. Mais à part ça, c'est un grand copain à moi depuis longtemps, et d'ailleurs, ces jours-ci, c'est le Yom HaAzkara, et donc ça tombe bien que ce limoud soit les Louis et Nishmato. Et un jour, donc, il est venu à Netivot, et on a étudié ce texte ensemble. Et quand on a terminé la lecture, je lui ai dit et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un texte qui est pour Rav Hizda ou qui est pour Rami? Et Eli m'a dit c'est un texte qui est pour Rami, j'en suis sûr à 100%. À ce moment-là, je lui ai dit mais comment tu peux être sûr à 100%? Quels sont tes arguments? Il dit il y a deux arguments qui ne te trompent pas. Et premièrement, le dernier mot. Qui a le dernier mot? C'est Rami. Et il m'a dit écoute, il y a un grand principe dans les histoires talmudiques. Surtout celle qui se termine, semble-t-il, en queue de poisson. C'est-à-dire qu'il aurait dû y avoir une suite et puis ça s'est arrêté au milieu. Celui qui a le dernier mot, c'est celui qui a également la préférence de celui qui raconte. Si le type qui a raconté l'histoire avait voulu
qu'on pense plutôt pour Afrizda, il aurait donné la dernière réplique à Afrizda. Si la dernière réplique est celle de Rami, c'est que l'histoire tout entière penche de son côté. Je lui dis, et c'est quoi le deuxième argument ou la deuxième preuve? Il dit, le deuxième indice, c'est précisément ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire le fait que ce soit la veille de Kippour. Parce qu'en y réfléchissant, ce texte, cette histoire, elle aurait pu arriver à n'importe quel moment. Elle n'est pas liée précisément à Kippour. Il se trouve que, comme c'était Kippour, ils ont jeté le Kral à l'extérieur. Mais la vérité, c'est un détail. La discussion entre Afrizda, la discussion de fond entre Afrizda et Rami aurait pu avoir lieu à propos de n'importe quel autre mitzvah. Donc pourquoi est-ce que la Gemara se sent obligée de nous préciser, attention, c'était la veille de Kippour? Sans doute que ça a une importance particulière. Et ce que Élie m'a dit, c'est que la veille de Kippour, ce qu'on veut t'enseigner dans ce texte-là, c'est que de quoi tu dois t'occuper la veille de Kippour, et plus exactement de quoi tu ne dois pas t'occuper la veille de Kippour. Kippour, on s'occupe, comme vous le savez, des mitzvot ben Adam lamakom. Quand on rentre dans Kippour, on essaye d'obtenir le pardon pour les fautes qu'on aurait commises envers Dieu. Mais les textes sont très clairs là-dessus. Les fautes que vous auriez commises envers les hommes, Yom Kippour n'a absolument aucun impact sur elles. Vous devez régler vos problèmes entre vous avant d'arriver à Kippour. Ce qui est un peu normal, parce que si vous demandez à Dieu de vous pardonner des fautes que vous auriez commises envers lui, alors qu'est-ce qu'il peut vous répondre? Il vous répond, mais pourquoi est-ce que tu me demandes à moi de faire ce que toi tu n'es pas capable de faire? Il y a des gens qui ont commis des fautes envers toi et tu n'as pas réglé le problème, tu n'as pas pardonné, vous n'êtes pas arrangé, vous continuez à ne pas vous parler, etc. Et tu viendrais me demander à moi de me réconcilier avec toi qui tu es. Et donc, c'est très clair, il faut s'occuper d'abord de régler nos fautes envers les hommes. Autrement dit, une veille de Kippour doit être normalement consacrée à un cheshbon nefesh, c'est-à-dire une remise en question de soi-même, sur ce point particulier des relations avec autrui. Quand je dis remise en question, vous savez que dans le texte de Mincha de la veille de Kippour, qu'on fait d'ailleurs en général, non pas juste avant Kol Nidre, mais la plupart des communautés ont fait Mincha Gdola, c'est-à-dire on fait ça à 2h ou 2h30, il y a déjà le Alchet, il y a déjà le bidouille dans la tfila, dans la mida de Mincha. Vous frappez déjà sur la poitrine en disant la faute que j'ai commise sur la faute que j'ai commise. Mais vous n'avez jamais vu quelqu'un frapper, me disait Élie à l'époque, vous n'avez jamais vu quelqu'un frapper sur la poitrine du voisin. Les gens doivent se frapper sur leur propre poitrine et pas sur celle du voisin. C'est-à-dire, la veille de Kippour, tu dois te remettre toi en cause pour savoir qu'est-ce que toi tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait concernant les relations avec autrui. Or, qu'est-ce qui se passe dans la Keilat Kodesh, dans la sainte communauté de Soura? Ils sont tellement pris par l'ambiance de Kippour qui approche, la sainteté de Kippour, le côté itromémotrouar, comme on dit en hébreu, cette élévation de l'âme à l'approche de cette solennité très sainte, du jour le plus kadosh de l'année, c'est qu'ils vont même jusqu'à faire des chumrot sur chumrot, c'est-à-dire non seulement ils ne mangent pas de crâne, mais ça c'est toute l'année, mais la veille de Kippour, ils ne veulent même pas en avoir à la maison du crâne. Non pas que quelqu'un, quelque part, il dit qu'on n'a pas le droit de posséder du crâne à la maison, c'est pas du chametz à Pessah. Le crâne, même ceux qui n'en mangent pas, ils ont le droit d'en avoir à la maison. Mais la veille de Kippour, à Soura, on jetait le crâne à l'extérieur. On ne veut même pas avoir quelque chose qui rappellerait le Issou. Donc ils sont pris dans les lois de Kashrut, ils sont pris dans des lois qui sont des lois de relation entre l'homme et Dieu. Et à l'intérieur de cette ambiance de Itrovémoutroa, où on essaie de se rapprocher le plus possible d'Hachem, voilà un bonhomme qui n'habite pas Soura, un étranger, un juif, d'après son apparence, même s'il n'a pas de tefilin, mais c'est un juif, et il arrive donc à Soura, et c'est la veille de Kippour. Qu'est-ce que normalement les gens de Soura auraient dû faire, soit à titre privé, soit à titre de la communauté organisée? Bien entendu, la veille de Kippour, surtout à l'époque, mais aujourd'hui encore, on devait normalement se tourner vers M. Rami et lui proposer quoi? Lui proposer de l'inviter pour manger le repas d'avant Kippour. Voilà un bonhomme qui, de toute apparence, vient de faire un long voyage, donc certainement il a faim, il a soif. Demain c'est jeune, ce soir c'est jeune. Est-ce que quelqu'un, dans cette ville de Pumpedita, a pensé à l'inviter à la maison? Est-ce que quelqu'un s'est rendu compte de sa présence? Pas du tout. Ils étaient tous avec leur brouette pour aller jeter le crâne à l'extérieur. À force de vouloir jeter le crâne à l'extérieur de la ville, personne ne s'est aperçu de la présence de ce juif. Mais pourtant, ils l'ont vu. Et la preuve qu'ils l'ont vu, c'est que lui, il les voit. Lui, il les voit bien, il les suit. Mais eux ne le voient pas. Il est absolument transparent pour eux.
voilà un bonhomme qui vient de loin, qui arrive à Soura, et la communauté de Soura, qui a l'air tellement organisée, elle a des patrouilles, etc., voilà qu'elle ne fait même pas attention au fait qu'il y a peut-être un juif ici qui a besoin qu'on l'invite à manger et à dormir pour passer Kippour gentiment. Et alors, comme Rami n'est pas le genre de bonhomme à s'imposer, alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se cherche une solution tout seul. Et il constate qu'ils vont jeter le kral à l'extérieur, que ce kral apparemment est tout frais, tout appétissant, et que lui, il n'a pas de problème avec ça, il a le droit d'en manger, eh bien, il va se faire un petit barbecue. Et il se fait donc à la hache. Et c'est à ce moment-là que tout d'un coup, la communauté organisée de Soura remarque sa présence. Elle remarque sa présence à quel moment? Au moment où il est en train de manger son fameux kral. Et elle le remarque pour lui dire quoi? Pour lui dire, excuse-moi mon vieux, mais est-ce que tu as bien vérifié la cache-route de ce machin? Et je me rappelle que Elikan m'avait dit à ce moment-là, Zichrono Livracha, il m'avait dit, tu sais, tu habites à Netivot. Si jamais tu sors dans la rue à Netivot et tu vois un bonhomme à 10 heures du soir en train de fouiller des poubelles, et puis il trouve dans une poubelle les restes d'une boîte de conserve quelconque, si tu lui tapes sur l'épaule à ce moment-là, et tu lui dis, excuse-moi, mais est-ce que tu as bien vérifié la cache-route de cette boîte de conserve? Tu crois peut-être que tu es un grand sadique, mais la vérité, tu n'es même pas un être humain normal. Parce que si déjà tu lui parles, la seule chose que tu as le droit de lui dire, c'est « Viens à la maison, je t'invite à manger ». Tu n'as pas le droit de lui dire autre chose et certainement pas de vérifier si sa cache-route est bonne. C'est toi qui dois faire ton cheshbon nefesh et pas le cheshbon nefesh sur le compte des autres. Et ce qui s'est passé à Soura, c'est que pris par l'ambiance de la Kedusha de Kippour qui approche, on n'a même pas vu qu'il y avait ici un bonhomme qui avait besoin qu'on s'occupe de lui. Et le type va manger son crâne dans une décharge municipale, et c'est seulement à ce moment-là qu'on se souvient de sa présence. Et pour faire quoi? Pour l'accuser de manger quelque chose qu'il ne devrait pas manger. Et on l'amène devant le tribunal de Rafrizda, et Rafrizda commence l'interrogatoire. Et regardez comment est-ce que se déroule cet interrogatoire. Rami a beaucoup de respect pour Rafrizda. Et comme il le dira à la fin, il n'ose pas tout lui dire. Alors il lui fait des allusions. Il lui fait des allusions sur de quelle manière il conçoit les gens de Soura. Il conçoit cette attitude qu'ont les gens de Soura vis-à-vis de lui-même. Il n'ose pas le dire de manière claire. Alors il le dit par allusion. Par exemple, lorsque Rafrizda lui dit « Mais pourquoi tu manges du kral ?» Il répond « Parce que je viens de Pumpedita. » Sous-entendu, je viens de faire un long voyage, je suis fatigué et j'ai faim. Et je ne sais pas si tu remarques que la seule chose que tu trouves à me dire, c'est « Pourquoi tu manges du kral ?» Est-ce que vraiment, il n'y a pas d'autres questions à me poser? Est-ce que vraiment, toi ou quelqu'un d'autre qui travaille pour toi, vous n'auriez pas dû plutôt dire « Tiens, si tu viens de Pumpedita, tu dois avoir besoin de quelque chose, d'un gîte, d'un logis, de quelque chose. » Alors c'est ça qu'il veut lui dire. Il n'ose pas lui dire de manière ouverte, bien sûr, parce qu'il a beaucoup de respect. Il dit, écoute, moi je viens de Pumpedita. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui dit, Rafrizda? Rafrizda, à ce moment-là, ne comprend pas la subtilité de Rami, et il l'attaque en lui disant, mais tu viens peut-être de Pumpedita, mais tu sais très bien, ou tu devrais savoir que quand tu es à Soura, tu dois te comporter comme Soura. Et tu n'as pas à prendre les dispenses qu'on t'a enseignées là-bas à Pumpedita. Tu dois faire comme chez nous. Si chez nous on ne mange pas de kral, tu ne vas pas manger de kral. Qu'est-ce qu'il lui répond à ce moment-là, notre ami? Il lui dit, mais j'étais pas à Soura même, hein? Tu veux que je te rappelle où j'étais? Tu veux que je te rappelle où j'étais? J'étais dans une décharge municipale. Michoutz les troum, c'était pas dans Soura. Donner de dire, mais regarde, tu es en train de parler à quelqu'un qui vient de voyager de très loin et qui se nourrit dans une décharge municipale du déchet que vous jetez là-bas. Et la seule chose que tu trouves à me dire, c'est pourquoi tu fais ça. Et je fais ça parce que j'ai faim, mon pauvre ami. Voilà pourquoi je le fais. Et j'étais pas dans Soura quand je l'ai fait. J'étais dans la décharge municipale de Soura. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Là-dessus, Rafrizda, qui ne comprend toujours pas l'allusion, lui dit, mais, ok, d'accord, mais qui te dit que ça ne provient pas de l'idolâtrie? Qui te dit que ce n'est pas volé? Pour t'aimer, les restes de raisin que tu as utilisés. Et qu'est-ce qu'il lui répond, notre ami? Il lui dit, les restes de raisin, tu veux que je te les montre, les restes de raisin?
Mais regarde comme ils sont pourris. Mais regarde comme ils sont pourris. Est-ce qu'il y a un digne de Yain Nesser là-dessus? Est-ce qu'il y a un digne de vol là-dessus? Mais c'est des trucs qui sont là depuis au moins 1 an. Et ce qu'il est en train de lui dire, c'est pas une manière de se disculper de Yain Nesser ou de Gezel. Ce qu'il est en train de lui dire, c'est mais regarde ce que je suis en train de faire. Je suis en train de manger des trucs pourris. Tout à l'heure, on a rigolé un petit peu en disant, évidemment, à force de manger des trucs pourris, il finit par avoir des problèmes gastriques. Mais la vérité, c'est même pas drôle. C'est la réalité. Tu m'as forcé, parce que tu m'as pas invité chez toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as forcé à aller manger dans une décharge municipale un truc que je suis obligé de faire griller avec ce que je trouve là-bas, c'est-à-dire des raisins pourris. Et tu me demandes, est-ce que c'est pas du vol? Franchement. Non mais franchement. Rav Hizda ne comprend toujours pas. Et alors, il continue l'interrogatoire. Et qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? Il lui dit, ouais, mais t'as pas mis les tefilines ce matin. Et bien, qu'est-ce qu'il lui répond? Notre Rami. Il dit, mais les tefilines, je peux pas les mettre. J'ai mal au ventre. C'est un air de dire, non seulement je suis un étranger qui vient de loin, un grand voyageur, non seulement je suis pauvre parce que je suis en train de manger dans une décharge municipale et que tu ne m'habites pas, non seulement j'ai faim et je mange n'importe quoi, mais en plus je suis malade. Voilà. Et tu es en train de parler à quelqu'un qui est un étranger, malade, qui mange dans une décharge municipale, et tu continues à m'interroger comme si j'étais le plus grand des criminels. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a des priorités? Est-ce que tu ne trouves pas que tu devrais d'abord me regarder un petit peu comme un homme, pas comme un suspect, comme un homme qui a besoin également de manger la veille de Kippour? Et Rav Hizda ne comprend toujours pas l'allusion. Il lui dit, ok, d'accord pour les tefilines. D'accord, tu as des problèmes gastriques, tu peux pas dire d'accord. Mais, pourquoi tu n'as pas de tzitzit? Pourquoi tu n'as pas de tzitzit sur ton talit? Et là-dessus, qu'est-ce qu'il lui répond, Rami? Il dit, mon pauvre ami, c'est pas le mien de talit. J'ai dû l'emprunter à quelqu'un. C'est un talit chez Oula, c'est un talit emprunté. Je crois que ça m'amuse d'aller demander des vêtements à quelqu'un d'autre. Mais si je le fais, c'est parce que mettre des titiotes, ça coûte très cher. Et j'ai pas les moyens. Et je suis pauvre. Je suis pauvre. Je suis un voyageur qui vient de loin, qui a faim, qui mange dans une décharge municipale, qui est malade et qui est pauvre. Et c'est tout ce que tu as trouvé, moi, pour venir maintenant, une veille de Kippour, me faire un procès dans ton tribunal. Voilà tout ce que Rami aurait voulu dire de manière explicite, mais qu'il se garde bien de dire par respect pour Rav Hizda, en espérant qu'il comprend les allusions. Ce que jusqu'à présent, en tout cas, il n'a pas compris. Je vous signale d'ailleurs que Rav Hizda a un nom qui signifie quelque chose d'important. Hizda, ça vient du mot chesed. Chesed, ça veut dire la bonté. Et Rav Hizda, c'est quelqu'un de profondément bon et généreux, d'habitude. Mais là, tout d'un coup, et je suppose que c'est ça la force de ce passage talmudique, on vient nous prévenir, on dit, tu sais, lorsque la Kedusha approche, la Kedusha de Kippour par exemple, eh bien même les gens qui sont en général des Gomnei Chassadim, les gens qui en général sont généreux de nature, ils risquent de ne pas voir l'évidence, les gens qui ont besoin. Pris par une sorte de volonté de se rapprocher de Dieu, on finit par oublier l'essentiel, c'est-à-dire de regarder les autres dans les yeux et de voir que peut-être ils ont besoin de nous. Même Rav Hizda, quelquefois, pourrait se tromper. Là-dessus, Eline disait, j'ai posé quand on est arrivé à ce stade-là de l'explication, tout ça c'est l'explication délicate. Et quand on est arrivé à ce stade-là, alors je lui ai dit, mais d'après toi, alors, à quoi ça sert cette affaire de bonhomme qui a été pris parce qu'il a les mains enchaînées, parce qu'il a manqué de respect à ses parents? Qu'est-ce que ça vient apporter de plus à l'histoire? Et Elie me dit, réfléchis. C'est ça qui est un petit peu agaçant avec Elie. Ce qui était agaçant, c'est que chaque fois que lui comprenait tout de suite, parce qu'il était beaucoup plus intelligent que nous tous, ça réfléchit pas, mais chaque fois qu'on avait une question, au lieu de répondre, il disait, réfléchis tout seul. Bon, alors je réfléchis un petit peu, puis je lui dis, je comprends pas. En quoi cette affaire de bonhomme qui manque de respect, en quoi ça apporte quelque chose de nouveau à l'histoire? Et il me dit, mais parce que cette affaire-là, elle veut prouver, Rami veut prouver à Rav Hizda qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de la justice des hommes. C'est-à-dire, on vit en Israël dans une période où, au niveau juridique, depuis 10 ans déjà, le slogan du système judiciaire, c'est « Akol Shafit », tout est affaire de justice, on peut juger, le tribunal a le droit de juger chaque chose pratiquement,
Et ici, le texte de la Braïta est très clair. Il y a des choses qui ne sont pas du domaine du tribunal. Il y a des choses que le tribunal ne peut pas juger, quelle que soit la raison. Et ce que veut Rami lui dire à Rav Chisda, il se sert, si vous voulez, du hasard qui fait que le bonhomme a été pris parce qu'il a manqué de respect à ses parents. Il est en train de lui dire, tu vois, toi-même, tu es obligé de reconnaître qu'il y a des choses qui ne dépendent pas du tribunal. Or, depuis le début, tu es en train de me regarder avec les lunettes du juge, comme si j'étais un accusé. Il serait peut-être temps que tu ôtes tes lunettes de la justice et que tu me regardes avec les yeux d'un juif qui regarde un autre juif qui a sans doute des besoins la veille de Kippour. Voilà à quoi sert cette parenthèse du bonhomme qui était là et qui était là parce qu'il a manqué de respect à ses parents. Tout n'est pas affaire de justice. Il y a quelquefois des affaires qui sont des affaires tout simplement humaines. Et la solution du problème, c'est une solution humaine et pas une solution juridique. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec la suite de l'explication d'Elikan. Elikan me disait, Rav Chisda n'a toujours pas compris. Et quand il lui dit, je vois que tu es un type raristage, tu es un type qui est piquant, on avait expliqué tout à l'heure que c'était pas certainement pas un grand compliment dans la bouche de Rav Chisda. Je vois que tu es un petit malin, toi. Je vois que tu es un petit rigolo. Je vois que tu as réponse à tout. Et c'est ce que Eli m'avait dit. Eli m'avait dit, tu vois, il n'a toujours pas compris. Il continue de lui dire, Chazin ala de Harif Tatouba. Je vois que tu es quelqu'un de Harif. Je vois que tu es quelqu'un qui cherche à trouver des excuses à chaque chose. Je ne suis pas d'accord avec Eli. Je pense qu'il ne faut pas prendre le mot Harif dans un sens péjoratif ici. Je crois qu'à ce moment-là précis, lorsque Rami dit à Rav Chisda, mais regarde, tu es bien obligé de reconnaître avec moi que tout n'est pas affaire de justice. D'accord, tu es d'accord avec moi que j'ai raison, que ce bonhomme-là, tu n'avais pas à le prendre avec les menottes aux mains, mais tu dois le relâcher. Alors de la même façon, essaie de me regarder également autrement qu'avec des lunettes de justice. À ce moment-là, je pense que Rav Chisda a compris. Et quand tu lui as dit, je vois que tu es quelqu'un de Harif, c'est pas dans un sens péjoratif. Il a dû lui dire ça dans un sens positif. Je vois que tu es quelqu'un de Harif. Je comprends maintenant que ce que je prenais pour superficiellement une volonté de ta part de t'échapper à toutes les mitzvot de la Torah, finalement c'est beaucoup plus profond que ça. Toi tu es quelqu'un qui essaie de faire de ton mieux pour respecter ce que tu peux respecter, et il y a des choses que tu ne peux pas parce que tu as des difficultés, et c'est nous qui sommes fautifs de ne pas les avoir remarquées tout de suite. Chazin alach de Harif Tatouva, je vois que tu es quelqu'un de Harif. Et là vient la chute de l'histoire, c'est-à-dire la fin de ce petit récit. Qu'est-ce que répond notre Rami à Rav Chisda? C'est quoi le dernier mot de l'histoire? Il lui dit, cette phrase un petit peu mystérieuse, il lui dit non, c'est pas de la harifout là, ça ne peut pas être piquant ce que j'ai dit là, parce que je connais quelques halachot, parce que j'ai su te remettre en place, parce que j'ai su te faire de la morale de manière élégante, sans te forcer, sans te vexer, de manière allusive. Tu crois que c'est de la harifout tout ça? Non, c'est pas de la harifout. Si on avait été à Pumpedita, là j'aurais pu te montrer réellement qu'est-ce que c'est que la Harifut. Et je vous pose la question, quelle est la seule chose que Rami aurait pu faire s'ils avaient été à Pumpedita et si la situation était inversée, chose qu'il ne peut pas faire ici? Qu'est-ce qui se serait passé si les rôles avaient été inversés, si c'est Rav Chisda ou quelqu'un d'autre de Soura qui avait été à Pumpedita et qui aurait rencontré Rami chez lui à la maison? Qu'est-ce que Rami aurait fait en le rencontrant dans la rue? Eh bien, il l'aurait invité chez lui. C'est ça qu'il veut lui dire. Il veut dire de la vraie Harifut, c'est d'arriver à faire comprendre quelque chose à quelqu'un sans lui faire de la morale de manière directe. Sans lui dire, voilà ce que tu dois faire parce que c'est écrit. Voilà ce que tu aurais dû faire parce que mon maître l'a enseigné. Mais par sa conduite personnelle. La vraie Harifut, c'est de montrer l'exemple. Si on avait été chez moi, je t'aurais invité à la maison. Et là, tu aurais compris. Qu'est-ce que c'est que la Harifut? Tu aurais compris que ce qui m'énerve chez toi, c'est que tu n'arrives pas à voir, dès le départ, l'importance de regarder l'autre dans les yeux. Je crois que c'est une leçon très importante, justement, la veille de Kippour. Parce qu'on a tendance à se réfugier dans Kippour, qui a une sorte de no man's land, on se trouve dans une sorte de bulle, on est au Beth Knesset toute la journée, on prie, on est habillé de blanc, on n'est plus tellement humain, et on est 25 heures en relation directe avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien justement le danger, c'est qu'on risque d'oublier que nous sommes d'abord des êtres sociaux.
et que la première chose, le premier devoir de la Torah, c'est pas d'arranger ses problèmes de cacheroute et ses problèmes de Shabbat, qui sont importants bien entendu, mais le premier devoir, le plus important, le prioritaire, c'est d'abord de voir si mon prochain n'a pas par hasard besoin de moi. La veille de Kippour, ces jours qui précèdent Kippour, c'est à cela qu'on devrait normalement consacrer le plus clair de notre temps. À voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a besoin de moi et que je suis en mesure d'aider. Et si on ne comprend pas ça, alors la raison en est en général parce que c'est beaucoup plus facile finalement de se sentir tzaddik dans une synagogue face à un sidour. C'est plus facile finalement, quand on y réfléchit, de jeûner toute la journée, d'être au Beth Knesset pendant 24 heures et de croire qu'avec ça, on a atteint le sommet de la Kedusha. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut atteindre le sommet de la Kedusha au Beth Knesset à Kippour que si la veille de Kippour, on s'est occupé réellement des besoins d'autrui. C'est ça l'idée de notre Gemara. Lorsque j'ai raconté cette explication d'Elikan à un ami rabbin également, il m'a dit, tu sais, maintenant que tu me dis ça, je crois comprendre pourquoi au début, il y a ce petit doute concernant le nom du père de Rami. Vous vous rappelez, d'après certains, le père de Rami s'appelait Tamari, qui vient de Tamar, qui veut dire le fruit, la date, et d'après l'autre, le père s'appellerait Dikouli, c'est-à-dire le palmier. C'est quoi la différence entre la date et le palmier? La date, c'est le fruit, et le palmier, c'est l'arbre. Or, c'est beaucoup plus facile de juger quelqu'un d'après le fruit que d'après l'arbre. C'est beaucoup plus facile de juger quelqu'un d'après son apparence extérieure, d'après le premier coup d'œil, que d'essayer de comprendre réellement le contexte, la généralité, l'arbre dans son ensemble. Et je ne sais pas si quelqu'un se balade dans un... Imaginez un Rosh Yeshiva qui se promène au Beth Midrash et qui voit deux élèves qui étudient la même page de Gemara, chacun de son côté, et puis il revient une heure après, il voit qu'il y en a un qui est déjà 3 pages après et l'autre est toujours à la même page. Si le Rav en question dit à l'autre, mais regarde ton copain, il a déjà fait 3 pages, alors que toi tu es toujours à la première page, tu n'as pas honte, tu dois prendre exemple, c'est qu'il regarde le fruit, et il ne regarde pas l'arbre. Parce que peut-être que le type qui a fait 3 pages, il vient d'une famille tellement pratiquante, on a tellement étudié du Talmud depuis son plus jeune âge, qu'en fait 3 pages, pour lui, c'est rien, il aurait pu en faire 10 dans le même laps de temps. Et peut-être que l'autre, qui vient d'une autre famille où il n'a pas eu cette chance, peut-être que pour lui, d'avoir fait une moitié de page, c'était très très compliqué, et peut-être qu'il y a plus de mérite que l'autre. Et comment tu peux juger uniquement d'après les fruits que tu vois sans connaître l'arbre? Alors peut-être que le père de Rami s'appelait en effet Tamari, mais il aurait mérité de s'appeler Dikouli, parce que finalement, Rami vient nous apprendre qu'on ne peut pas juger quelqu'un uniquement d'après son apparence extérieure, mais qu'il faut remettre les choses dans le contexte pour avoir réellement une idée de notre prochain. Et le but d'avoir une idée de notre prochain, ce n'est pas de pouvoir le juger plus facilement, mais c'est de comprendre quels sont ses réels besoins, afin de pouvoir, dans la mesure chacun de nos possibilités, de venir à son aide quand il en a besoin. Et surtout la veille de Kippour, de pouvoir rentrer dans le jour du pardon, dans le jour de Kippour, avec une pureté, qui est une réelle pureté, une pureté de quelqu'un qui a réglé ses problèmes, Ben Adam Lachavero, entre lui et son prochain. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est la Khatima Tova. Toda Rabba Rav, est-ce qu'il y a une dernière petite question avant de finir? J'espère qu'ils ne sont pas tous partis au milieu là. Non, non, il y en a eu de plus en plus. Il y a des gens qui sont arrivés en retard et Baruch Hashem qui nous ont rejoints en cours. Ok. Alors, Mamash Toda Rabba Rav, c'était fabuleux. Et moi, j'aurai le plaisir de retrouver les auditeurs dimanche à la même heure. Ce ne sera pas avec le Rav Elikling, ce sera avec le Rav Uri Cherki. On aura le plaisir d'avoir dimanche soir. Également un grand Rav, Baruch Hashem. Et passez des bonnes fêtes, un grand Shabbat Shalom. Et on se retrouve pour les séries de cours hebdomadaires le 18 octobre. Donc dans à peu près un mois, on va commencer 8 nouvelles séries de cours hebdomadaires. On va parler, il y aura des cours qui parleront de la tfila, il y aura des cours qui vont parler de questions sur la Shoah, toutes les questions par rapport à la Shoah. Il y aura des cours de halakha, il y aura un cours, si Dieu veut, entre la relation entre la Torah et la psychologie. Donc on aura, si Dieu veut, le 18 octobre, une nouvelle série de cours qui commence. Shabbat Shalom à tous, un grand merci au Rav Elikling. Shabbat Shalom à vous tous, à très bientôt. Et donc à dimanche soir, on se retrouve avec le Rav Cherki. Kol Tov. Au revoir, Kol Tov. Vous pouvez revoir les conférences sur fr.lilmod.org. Shabbat Shalom.